La compréhension de ses forces et de ses faiblesses est à la base de toute vraie progression. Pour une communauté unie et forte, Mentalité Pensée vous présente une série de podcasts visant à travailler la conscience de nos frères et sœurs noirs. Visant à travailler la conscience de nos frères et sœurs noirs. Relevons le défi. Bonjour. Ce que nous allons faire, plein de gens déjà le font. Sur Internet, il y a bien sûr plein de gens de valeur et de bonne volonté, appelés des influenceurs, qui font plein de podcasts et de lives pour essayer d'éduquer, inciter et aider les gens à améliorer leur vie. Les sujets que nous allons traiter dans nos séries de podcasts ne sont pas des sujets inconnus. Ce sont des affaires que nous connaissons déjà, que nous entendons assez souvent, mais que nous n'accordons jusque-là pas vraiment de l'importance. Des notions pourtant substantielles et fondamentales, mais qui généralement restent abstraites et qui généralement aussi restent seulement au niveau de l'intellect après les avoir entendus. L'intellect se rapporte aux connaissances, à la quantité d'informations accumulées dans le mental et à la capacité de raisonner par rapport à ces informations. L'intellect a une vue partielle de la réalité. Il participe toutefois à l'intelligence. L'intellect, c'est quand on dit « je sais des choses, je connais des choses ». L'intellect est donc une simple accumulation d'informations venant des autres, venant du dehors, et qui sont mémorisées. L'intelligence, elle, est la capacité de répondre à une situation spontanément, dans l'instant présent. La capacité d'aller au-delà, la capacité d'avoir une vue globale d'une situation, d'une réalité. Ce qui fait que dans chaque situation, on peut être intelligent ou ne pas l'être. L'intelligence, c'est une vision pénétrante. C'est une faculté de perception et de discernement qui permet de voir différemment, sans conditionnement, au-delà des traditions, au-delà des coutumes, au-delà des doctrines, au-delà des dogmes et au-delà de l'intellect. Notre but donc est vraiment de faire appel à votre intelligence. Notre but avec nos séries de podcasts est vraiment d'aller au-delà de l'intellect, au-delà du simple fait d'entendre les intervenants parler, mais d'activement toucher l'écoute, de toucher la conscience des gens qui vont les écouter. Il y a une nette différence entre entendre et écouter. Écouter, c'est là que ça se passe. C'est vraiment là qu'on commence à vraiment comprendre, à prendre conscience et à vouloir agir concrètement pour le mieux. Face au grand flot d'informations, de distractions de toutes sortes, complètement accaparantes et captivantes des réseaux sociaux et des médias, nous espérons que nous serons vraiment à la hauteur de l'objectif visé pour une communauté unie et forte. Au fil des séances, chaque séance durera environ 1 heure, nous aurons divers intervenants de diverses nationalités noires
et des experts noirs en neurosciences, économie, psychologie, PNL, croissance personnelle, historiens, etc. Et chaque séance se déroulera autour d'un thème spécifique. Nous vous demandons donc de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de la disponibilité de chaque nouvelle séance. Et nous vous demandons de rejoindre la communauté Noir Plus sur Facebook en cliquant sur le lien. Nous sommes et resterons ouverts à toute suggestion, commentaire ou critique constructive dans le respect. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Ok. Bon. Rebonjour à nous trois. Okay, aujourd'hui, c'est 26 novembre 2022. Donc, ça sera notre première rencontre pour la série de podcasts. Donc, le thème aujourd'hui, c'est la réalité de la communauté noire, nos forces et nos faiblesses. Aujourd'hui, on est trois. Donc, on a Malema du Gabon avec nous. On a Lino de la République démocratique du Congo et on a Tantan d'Haïti. Okay. En fait, l'idée, messieurs, donc c'est comme bon, bien entendu, aujourd'hui, on décide de l'ouvrir à des auditeurs, mais c'est comme on le faisait autrefois. Donc, pour les auditeurs, c'est en fait l'idée du podcast vient de quelques rencontres que nous avions. Ok, naturellement, on discutait et puis on s'est rendu compte que ça serait beaucoup mieux si on l'ouvre au public. Okay. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment essayer de voir, de comparer nos réalités. Okay. Donc, pour commencer, bon, je veux spécifier que c'est pas une interview. C'est pas une interview, c'est vraiment une discussion comme on le faisait. Okay. Déjà en termes de comparaison de réalité, donc ça sera la réalité, on va voir la réalité politique et on va voir la réalité socio-économique, okay, pour comparer. Et ensuite on va parler des forces de la communauté noire, okay, et bien sûr de nos faiblesses. Donc comme de mon côté, comme je le dis toujours, quand on parle de progrès, on ne peut pas parler de progrès sans vraiment vérifier nos forces et nos faiblesses. Bon, si on va commencer avec Malema. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et j'espère que vous allez très bien aussi, frère. Oui, ça va bien, ça va très bien, merci. Merci. En tout cas, moi, je suis vraiment heureux de participer à ce projet-là. D'accord. On est vraiment au début, parce que c'est quand même important pour nous, entre frères noirs, sans exclure les autres, de parfois se retrouver et puis juste échanger. Comme tu l'as si bien dit, ce n'est que la suite de conversations que nous avons déjà eues ici. On va maintenant essayer de les rendre publics. Nous ne sommes pas des experts. D'ailleurs, ce n'est pas juste les experts qui ont la connaissance. Nous sommes juste des simples citoyens, que je veux dire conscients. Ouais. Voilà, nous sommes juste conscients de certains faits. Puis on décide que les conversations qu'on avait sont des conversations importantes. Le monde jugera. D'accord. Voilà. Donc la réalité de la communauté noire, c'est une grande question. Déjà la communauté noire, moi quand je l'ai vue, je pensais communauté noire au Québec ou communauté noire mondiale. Parce que moi je m'intéresse, et depuis longtemps, je pense que ça c'est par rapport à l'histoire familiale, de ce que nous sommes, que j'ai fini par appeler le fait noir sur Terre. Qu'est-ce que nous sommes? Pourquoi nous sommes toujours derniers, par exemple? Ou du moins, pourquoi nous sommes toujours représentés ou qualifiés de derniers comme étant derniers, alors que nous sommes des rois, nous sommes des princes, nous sommes des propriétaires,
mais on est toujours en train de nous présenter comme si on était des moins que rien. Le président Sarkozy, français, avait osé dire, il avait bien choisi son endroit, celui-là, à l'université Cheikh Anta Diop, venir nous dire que nous, Noirs, nous n'avons jamais participé à l'histoire. Je paraphrase un peu, c'était un peu osé, mais je me suis toujours posé cette question-là, moi, en fait. Et ça vient vraiment de loin. Ça touche mon histoire, par exemple. Je me rappelle, moi, je suis allé au conventionné. L'école conventionnée, en fait, c'est une école française. Établie, c'est un système d'école en Afrique francophone, où les Français, quand ils arrivent, ils ont leurs écoles. Voilà. Leurs enfants ne vont pas à l'école publique gabonaise. Leurs enfants vont à l'école publique française. Okay. Et puis, il y a des écoles qu'on appelait avant mixtes. Maintenant, on les appelle conventionnées. Donc, c'est là-dedans que moi, j'ai vraiment étudié au niveau du primaire. Donc, quand j'ai 6 ans, j'arrive là. Et je me rappelle que quand je suis arrivé là à l'école, ça, c'était très clair, très clair à l'école. Dans la cour de récréation, on se posait déjà la question de savoir où est-ce que tu es. Où est-ce que tu te positionnes. Est-ce que tu es avec eux ou est-ce que tu es avec nous? C'est-à-dire, tu as des noirs, tu as des métis et tu as des blancs. Donc déjà à cet âge-là, on a 6 ans, là, où est-ce que tu te positionnes? Parce que tu avais déjà des groupes à l'école, nous, on n'est pas avec eux. C'est-à-dire, nous, on n'est pas avec les blancs. Nous, on ne pense pas comme eux. Oh, attention, les métis, ils sont toujours entre deux. On ne sait jamais. On ne peut pas leur faire confiance. Tu vois, donc c'est de là que ça part. La manière dont le monde s'est construit. C'est vrai qu'il y a la famille, il y a l'histoire de la famille, mais moi, c'est là que ça a commencé parce que à l'école, je devais déjà choisir mon camp. Okay. Et je me rappelle que moi, j'ai toujours choisi le camp qui était le mien, c'est-à-dire naturellement, sans discriminer, sans péché. Moi, j'ai toujours choisi le camp de mes amis. Mes amis, ils me ressemblaient. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que on bouge du primaire au secondaire, ensemble, un bloc. On bouge du secondaire à l'université, ensemble, un bloc. Après, la vie fait que nous sommes un peu éparpillés sur Terre, mais le bloc, la pensée du bloc, elle s'est affermie avec le temps, mais elle n'a pas beaucoup évolué. Elle n'a pas si évolué que ça, dans le sens que nous venons de Kunta Kinte, par exemple. Kunta Kinte, le premier livre que j'ai lu, qu'on m'a offert, c'est Alex Haley. C'est pas un film, Kunta Kinte? Mais c'est d'abord un livre. Racine. Okay. En Afrique. Okay. Là, je ne suis pas au New Jersey, là. Je ne suis pas à New York. Là. Le premier livre qu'on m'offre, moi, c'est Racine. Puis on me dit, tu dois lire ce livre. C'est mon père, je pense, qui m'a offert ce livre. Ça, c'est une réalité que tu dois connaître. Et je me rappelle aussi de Shaka Zulu à la télévision. C'était des livres très dangereux parce que le mercredi, je me rappelle, à la télé gabonaise, on diffusait Shaka Zulu. Et le jeudi, il y avait des bagarres terribles à l'école. Pourquoi? Mais parce qu'on était écœurés. On était écœurés. Tu connais le... Donc, quand on rentrait à l'école, je te dis, ce qu'on faisait, c'est qu'on cassait la gueule à tous les blancs. C'est ça qu'on faisait. On cassait la gueule. Le lundi, si on montrait Racine, le mardi, on cassait la gueule à tous les blancs. Dès qu'on arrivait à l'école, c'était on va tomber dessus. C'est ça qu'ils ont fait. C'est parce qu'on ne savait pas ces choses. On ne savait pas. Et quand tu lis Racine, ça vient te chercher. Quand tu lis le Racine de Alex Haley, tu as 6, 7, parce que c'était ça mon âge, 6, 7, 8 ans, ça vient te chercher. Et ce que ça sort, c'est la colère. Pas la colère qu'on veut tempérer dans la société occidentale dans laquelle on vit, mais c'est la sainte colère. C'est-à-dire la colère qui se révolte contre une injustice. Bon, ça, je peux l'expliquer aujourd'hui comme ça, mais avant, c'était plus des coups de poing.
C'était plus des coups de poing, c'était plus des balayages. Donc déjà là, c'est comme ça c'est ça qui se passait. Et je le dis parce que ça a rejoint notre réalité. Cette réalité-là, aujourd'hui, elle s'applique à des groupes sociaux, ici au Canada par exemple, où on nous racise, mais ça peut s'appliquer à un bloc, le continent africain, ça peut s'appliquer à sa diaspora, à travers les Antilles ou à travers le monde, ça s'applique économiquement, à travers les programmes d'ajustement structurel qu'on nous impose sans nous demander notre avis. Ça s'applique aussi à l'économie, où l'économie dans nos pays, en tout cas de là où je viens, et même ici au Canada ou au Québec, nous ne sommes pas propriétaires de ce qui nous appartient. Donc je vais commencer par m'arrêter là. Mais c'est ça, quand tu dis nous ne sommes pas propriétaires, si on prend, j'essaie de comprendre, si on, par exemple les immigrants qui achètent des maisons, là on dit qu'ils sont propriétaires, donc qu'est-ce que tu veux dire exactement? Oui, ils sont propriétaires de leur maison, mais pas du système. Ok. Ils sont propriétaires de leur maison. Je veux dire, la banque qui t'a prêté de l'argent, ce n'est pas une banque qui appartient à ta communauté ou à ton pays. Ok. Voilà. Ouais. Tu es propriétaire de ta maison, mais tu n'es pas propriétaire du système. Le jour où on veut te blacklister, quelle que soit ta réussite sociale, on va te blacklister. Point barre. Voilà. C'est un peu comme nos anciens présidents, les premiers là, qui étaient toujours derrière la France. Ben, le pilote, c'était un Français. Je prends un exemple, Bokassa, quand on lui fait le coup d'État, ben, son équipage, il est français. Il quitte la Centrafrique pour aller faire une visite à Kadhafi. Donc il quitte le centre de l'Afrique, il se rend dans le nord pour faire une visite d'État. Et puis pendant qu'il fait sa visite d'État, ben, il y a un coup d'État contre lui. Donc il remonte dans son avion, ok, on retourne à Bangui, et puis Paris appelle pour dire non, vous ne le ramenez pas à Bangui, vous le ramenez à Paris. Et l'équipage déroute l'avion du chef de l'État vers Paris. Tu ne contrôles pas le système, c'est le système qui te contrôle. Tu as une maison, bravo, c'est achievement. Tu as une maison, mais est-ce que c'est ça la fin? Est-ce que mon but à moi, c'est pas d'avoir une maison? Là où moi je suis rendu aujourd'hui, c'est pas de vivre le American Way of Life, parce que même si on est au Québec, au Canada, c'est ça qu'on nous vend. C'est pas ça mon but. Et j'imagine que c'est pas ça le but de la communauté aussi. C'est pas ça non plus le but de la diaspora. Et c'est certainement pas le but de l'Afrique que moi je connais aujourd'hui en 2022. Ok. Voilà. Toi, tu as grandi au Gabon? Oui, moi, je n'ai pas grandi en Occident, Dieu merci. Okay. J'ai rien contre ceux qui grandissent en Occident, mais moi, je suis venu aux études ici, j'avais 20 ans. Okay. Dieu merci, j'étais déjà quand même modelé. Je pouvais faire des différences, je pouvais voir les différences, je pouvais choisir ce qui m'intéressait, ce qui ne m'intéressait pas de l'Occident. Je pouvais voir ce qui était dangereux pour moi. Quand je dis moi, c'est mon identité, parce que il n'est pas question pour moi de transiger sur mon identité. Okay. Moi, c'est pas les médias qui me disent qui je suis, c'est pas le regard de l'autre qui me définit. Moi, je suis africain. Okay. Voilà. Et quand je dis que je suis africain, c'est-à-dire que même si je suis pas haïtien, le jour où je mets pied en Haïti, je suis chez moi. Un Haïtien ne peut pas me dire je ne suis pas chez moi. Okay. Je suis chez moi. Même si je ne suis pas, on va dire, martiniquais, le jour où je mets pied en Martinique, je suis chez moi. Voilà, je suis chez moi. Pourquoi je le dis? Rare. Et ça, c'est un point très important pour notre mentalité. Hein. Ça va rejoindre un peu la possession. Hein. Okay. As-tu déjà vu un Français en Haïti? Comment il agit? Comment il se projette? C'est le chef. C'est le chef. Il projette le pouvoir. Il projette la domination. Il projette une confiance en lui qui, si tu as un esprit faible, en fait, il prend ta place. Et pourtant, en tout cas, c'est le cas chez nous.
Quand je dis chez nous, c'est l'Afrique francophone, dominée par les Français. Quand ils arrivent, ils sont chez eux. Ils se comportent comme s'ils étaient chez eux. Puis moi, je le sais depuis que je suis enfant, parce que je suis allé à leurs écoles. Okay. Donc je les connais, je connais leur mentalité, je connais comment ils pensent. Moi, tout ce que je fais, c'est penser pas de la même manière, mais de partir de où je suis et revendiquer en moi-même ce droit-là. Ok. Mais disons, c'est quoi la réalité sociopolitique du Gabon? La réalité... Bon, tu as quitté jeune, mais je ne sais pas si tu es toujours au courant. Moi, je te dirais que, regarde, dans les années 60, on a eu les indépendances, ce qu'on appelle des indépendances. En fait, c'était des négociations sous contrôle, et on n'est pas sorti de là jusqu'à aujourd'hui. On n'est vraiment pas sorti de là. Donc la réalité politique, c'est que on a plus affaire à des gouvernorats que des pays. C'est pas... que tu veux dire? C'est-à-dire que la France, à un moment donné, elle a eu un problème. Hein? Parce qu'il y a eu un coup d'État en France. Le général de Gaulle, ce qu'il fait, il fait un coup d'État. Le Gabon a été colonisé par la France. Oui. Okay. Là, je vais vraiment simplifier pour arriver à 60. En 1945, il y a le nazisme en Europe. Ils sont tous balayés par le nazisme. Donc Hitler balaye, la ligne Maginot française, elle a tenu 3 jours. Je ne sais pas si j'exagère, peut-être moins. La ligne Maginot n'a pas tenu. Après, il n'a pas pu prendre l'Angleterre à cause de l'eau. Mais c'est à cause de l'eau. C'est l'eau qui l'a ralenti. C'est-à-dire c'est la Manche qui a ralenti Hitler. En France, s'est installé le régime de Vichy, de Pétain, qui a pris possession du pays. Et puis il y a eu des patriotes français qui ont dit non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est quoi cette affaire-là? Pétain, il est en train de prendre le pays. Je simplifie encore. Pétain, il prend le pays, puis il livre ça aux nazis. Et nous ne sommes pas des nazis. Et parmi ces personnes, il y a eu le général de Gaulle qui fait un coup d'État qui ne réussit pas. Donc il fuit. Il fuit vers Londres. Et puis, à partir de Londres, il lance son appel pour la France libre. Donc, il parle aux Français à travers une radio prêtée par les Américains pour parler aux Français. Non, Français, il faut vous battre, il faut vous combattre. Sauf que lui, il est seul, lui, de Gaulle. Il est seul. Il n'a pas le pays, il n'a pas le pouvoir. Donc, il commence à faire la tournée africaine. Il s'en va en Afrique. C'est en Afrique qu'il va avoir les hommes. C'est en Afrique qu'il va avoir les moyens. Parce que ce n'est pas les Américains, il est un peu incontrôlable. Donc c'est l'Afrique qui lui donne les moyens en hommes, notamment pour gagner la guerre. C'est vrai, ça. Le défilé qu'ils ont fait quand ils ont eu la victoire, ils ont pris tous les régiments noirs qui étaient avec Leclerc et les autres. Ils ont pris les régiments noirs, ils les ont tassés. Il ne fallait pas qu'on voit que ce soit les Noirs qui nous ont libérés. Donc le fameux grand défilé qu'il y a eu sur les Champs-Élysées, on l'a blanchi. Mais hier, c'est-à-dire la veille, c'est nous qui combattions pour eux. Voilà qui ils sont, dans le sens que voilà le système qui nous a colonisés. Donc dans les années 60, il y a un problème énergétique. Ils ont perdu le Vietnam. Et quand ils perdent le Vietnam, après ils perdent l'Algérie. Là, quelque chose qui se passe parce que ça leur prend de l'énergie. Donc l'élite française réfléchit à un système parce qu'ils sentent bien que ça va péter. Pourquoi ça va péter? Ça va péter parce que les Noirs ont été au combat en 1945. Ils les ont vus fuir devant les balles. Les Noirs sont conscients que c'est eux qui ont libéré la mère patrie. Ton complexe de supériorité, il prend un coup là. Il prend un grand coup dans le sens que, t'es mon égal. Tu es mon égal. Mais si tu es mon égal sur le champ de bataille, si je t'ai vu pleurer dans le champ de bataille, et ça, je relis ça à mon expérience à l'école mixte. Oui,
il y a des Blancs qui étaient devant moi, mais il y a des Blancs qui étaient derrière moi. Hein. Il y a des Blancs qui étaient plus forts que moi, mais moi j'étais plus fort que certains Blancs, tu comprends? Il y a des Blancs qui étaient plus, mais moi j'étais plus que certains aussi. Donc, on est tous égaux. On a été sur le combat contre les nazis, mais quand je retourne à Dakar, quand je retourne à Libreville, quand je retourne à Kinshasa, tu ne peux plus venir me raconter ce que tu m'as raconté. Que tu es meilleur que moi, que tu es plus fort que moi. Non, moi je t'ai soulevé quand on t'a mis la balle. Non, on a mangé dans les mêmes. Ouais. Donc, ils sentaient ça venir, les Français, parce qu'en Algérie, c'est ça que ça a déclenché. Puis les Algériens les ont battus parce qu'ils ont chassé tout simplement. Ils ne voulaient pas que ça arrive parce qu'il fallait garder le contrôle des réserves énergétiques. Ils ont pensé ils ont adapté le niveau colonial, le système colonial. Donc, on quittait l'Afrique équatoriale française, dans mon cas qui vient du centre, et puis on est venu avec les ententes de l'indépendance. Donc, on nous dit qu'on est... vous êtes indépendant maintenant. Toujours au Gabon, là, on parle du Gabon. Toujours l'Afrique francophone. Okay. L'Afrique francophone, c'est plusieurs pays, c'est au moins 14 pays. Okay. Donc, on a les indépendances. Indépendance, tcha-tcha, tout le monde il est content, tout le monde il est joyeux. Et c'est vrai, c'était un combat pour arriver là, parce qu'il y a des gens qui ont été en prison, il y a des gens qu'on a tués, il y a des gens qu'on a assassinés. Bref, le fer fonctionne de la même manière. Ça tue. Voilà. Au Cameroun, ce qu'on a fait, c'est que c'est le napalm qu'on a utilisé comme au Vietnam pour brûler. Voilà. Donc, c'est comme ça que le fer fonctionne. Maintenant, et là je simplifie encore beaucoup, parce que c'est très long cette histoire-là, quand on nous amène le deal de la colonisation, où on nous fait croire qu'on va gérer nos affaires, c'est dans le deal que le diable se cache. C'est-à-dire qu'on nous interdit de faire affaire avec qui on veut. Ok, c'est passé tout ça. Les personnes qui ont signé ces ententes-là savaient, j'ose imaginer qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. C'était une entente d'indépendance? Oui, c'est-à-dire que moi je te donne l'indépendance, mais attention, il y a un deal derrière. L'indépendance, si tu veux, elle est contrôlée. C'est pour ça que pour nous, c'est pas de l'indépendance. En tout cas, c'est pas de l'autodétermination. On n'a pas le droit de faire affaire avec qui on veut. Si on veut vendre notre pétrole, on le vend d'abord à la France. Le système éducatif, c'est Paris qui dicte ce qu'on doit enseigner à nos enfants. Le système économique, c'est Paris qui le contrôle. Voilà. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui des pays africains. C'est-à-dire la base. On parle de quoi? On parle du fonctionnement politique. Évidemment, quand le colon est parti, le colon a été remplacé par ceux-là qui le servaient. Okay. Tu peux me corriger si je me trompe, mais en Haïti, quand on a brûlé et coupé les têtes, ceux qui se sont positionnés tout de suite, c'était les descendants des colons. Ce n'est pas ceux-là qui étaient devant. Je ne dis pas que tous n'étaient pas devant, mais on sait que ceux-là qui ont mené le combat, ce n'étaient pas les descendants des colons. C'était plutôt ceux-là qui étaient on va dire, le rebut de la société ou les plus marginalisés. Parce que c'est comme ça qu'un système se renouvelle toujours. Le français quitte, puisqu'on a signé les ententes. On est indépendant, n'est-ce pas? On a un drapeau, on a un hymne national, on a un gouvernement. Oui, mais le gouvernement, c'est ton frère. Le gouvernement, il est noir maintenant. Sauf que c'est bizarre, mais le gouvernement, il pense comme... il laisse des représentants. Il pense, c'est bizarre comme... mais il est noir, mais il pense comme Paris, le gouvernement. C'est le syndrome des nègres de maison. Voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien Jay-Z. Jay-Z, il a toujours dit « I'm a feel nigger ».
Oui, c'est dans la plantation que ça se passe. Quand tu es dans la maison, tu ne vois rien, tu es endormi par le luxe, tu es endormi par le ventre plein. Mais quand tu es dans la plantation, celui qui est dans la plantation, il est toujours en train de se demander comment je vais me libérer. C'est le noir le plus dangereux, le noir de la plantation. C'est le noir le plus dangereux parce que lui, son cerveau fonctionne à 100 à l'heure. Voilà, la vraie, si on peut dire la vraie réalité. Oui, il est dans la réalité. Et sa réalité, elle n'est pas d'abattre le maître. Sa réalité est d'être libre. Il est né libre. Il sait qu'il est libre. Et il reconnaît la puissance du système qui l'écrase. Mais ce n'est pas parce que je te reconnais que je te tolère. Je peux te combattre. Donc, l'indépendance, on a des nègres maison. C'est qui va s'asseoir et puis c'est ton pays, c'est le pays de tes ancêtres, c'est l'or de tes ancêtres, c'est le diamant de tes ancêtres. Lino pourra confirmer. Nous, la plaque tectonique, là on parle de comment c'est fait la terre, la plaque tectonique qui part du Gabon, elle termine jusqu'au Congo. C'est-à-dire que tout le bassin du Congo, là, c'est de nombreux pays. On a la même forêt, on a le diamant, on a tout ce que le système aujourd'hui a besoin pour fonctionner. Il y a beaucoup de mines là-bas. Il y a tout ce que le monde a besoin. C'est-à-dire que si nous, on nous débranche, je le dis avec beaucoup d'humilité, si nous, on nous débranche, c'est-à-dire qu'on nous laisse tranquille, le système tombe. C'est ça la vérité. Le système tombe. Voilà. Parce que tout le monde est là dans le bassin du Congo. Maintenant, ça va dépendre par pays. Par exemple, le Congo, il est plus riche parce qu'il est plus grand. Le Gabon, il est un peu plus petit. Le Cameroun... En parlant de richesse, je voudrais bien spécifier. On parle de richesse naturelle ou richesse on parle de richesse. On parle de richesse naturelle parce que ce sont des richesses, c'est à partir des richesses naturelles que le capitalisme s'est bâti. Okay. Le capitalisme ne s'est pas d'abord bâti par l'intelligence, c'est pas vrai. Le capitalisme s'est bâti en nous exploitant. C'est comme ça. En tout cas, moi je parle de ma perspective. Okay. Comme j'ai dit, moi je suis un homme noir, africain. C'est comme ça que moi je vois le capitalisme. Le capitalisme pour moi c'est le fer. Voilà, on ne négocie pas avec lui, il s'impose à toi. Donc ils sont partis, je reviens à la colonisation, ils sont partis et puis on a gardé le même système. Par exemple, la constitution gabonaise, ce sont des juristes français qui l'ont écrite. Okay. La constitution en Afrique francophone de la plupart des pays, jusqu'à aujourd'hui, certains essaient de sortir là. Donc, le cadre de fonctionnement du pays est déjà établi. Il a été établi depuis qu'ils nous ont vaincus. C'est ça la réalité. Okay. Dans nos pays aujourd'hui. Donc, là, si je comprends bien, l'indépendance, donc c'est soi-disant indépendant. Oui. Et on suit juste des principes, des règles du colonisateur. Exact. Oui, non, la feuille de route. Okay. C'est-à-dire la constitution. Pourquoi je parle de la constitution? C'est parce qu'aujourd'hui, il ne veut pas, on s'est occidentalisé. Moi, j'ai rien contre ça. On s'est occidentalisé dans le sens que, au Canada, on va dire le rule of law. La loi qui est gardée par la Cour suprême. C'est elle qui régit le fonctionnement du pays. Nous, c'est la Constitution. Mais cette Constitution, ce sont des juristes français qui l'ont écrite. Et puis nous, on l'applique depuis. C'est elle qui régit tout. Okay. Donc il y a problème déjà. Parce que cette Constitution, oui, d'accord, elle est belle, elle est intéressante, elle nous protège. Je ne dis pas qu'il faut la rejeter, mais je dis qu'elle ne vient pas de nous. Okay. Elle vient pas de nous. Et donc toute la vie, notamment politique, va s'articuler autour de ça. Tout va s'articuler autour de ce papier-là. Donc tu penses aussi que c'est à notre désavantage ou à notre avantage ou à moitié? Moi, en tout cas, moi je pense que tout ça est à revoir dans le sens que, regarde, moi je vis à Montréal.
Moi, je suis Montréalais, je suis Canadien, mais je suis lucide. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'autre, je ne peux pas l'enfermer dans une boîte noire. Il y a toujours quelque chose qu'on peut tirer de, disons, une autre personne ou un autre système. Les constitutions telles qu'elles sont, il y a des avantages. Il y a des avantages, beaucoup d'avantages. Mais, pourquoi elles ne marchent pas? C'est parce qu'on ne se reconnaît pas dedans peut-être. Tu comprends? Ok. On ne se reconnaît pas. Parce que moi, ce qui me frappe énormément, c'est comment, et c'est vrai jusqu'à un certain niveau, parce que plus tu t'élèves dans la société, plus tu te rends compte ici en Occident qui fonctionne comme notre élite. C'est vrai que, tu vois, on va dire que de manière générale, en Occident, on respecte la loi. On respecte la loi parce que les conséquences sont immédiates. Immédiates. Tu voles, on t'attrape, terminé. Il n'y a personne qui va contredire. On peut aller en appel, mais bref, ce que je veux dire, c'est que quand tu ne respectes pas la loi, les conséquences sont immédiates. Je prendrai par exemple, le dernier scandale qui me vient en tête ici, la commission Charbonneau au Québec. Bon, on a attrapé. Voilà quoi. On les a attrapés la main dans le sac. Les projets de 1 million qui deviennent 200 millions. Les projets de 1 million. On a SNC-Lavalin qui a failli SNC-Lavalin qui a failli être détruite, en fait, qu'on aurait dû détruire. Parce que SNC-Lavalin, c'est une compagnie de génie canadien qui, pour avoir les marchés en Libye de Kadhafi, a dû corrompre. Et puis, bon, la corruption, ce n'est pas reconnu au Canada. Quand ils se sont rendus compte que SNC-Lavalin a mis ses mains dans ce genre de fonctionnement, ils étaient sur le bord de détruire l'entreprise, si ce n'est qu'elle était québécoise. Et que le Premier ministre du Canada veut pas, il a toujours une souche francophone, québécoise. Donc quand le Québec parle, on l'écoute. Ça fait partie de l'équilibre du pays. Donc quand il y a des actions, il y a des conséquences drastiques. Dans mon pays, regarde, c'est pas comme ça que ça marche. Ça fonctionne comment? C'est pas, comment ça fonctionne? C'est les groupes d'intérêt. En général, plus tu es proche du régime français, parce que on fait des élections démocratiques, on vole. On sait qu'il a volé, c'est prouvé que c'est volé, mais on le protège. Quand le peuple veut prendre les affaires en main, c'est-à-dire quand le peuple veut lui-même se libérer de ces nègres de maison, il y a des balles, il y a des escadrons de la mort, il y a des bombardements de quartiers. Vrai, là, hein? Ça joue dur chez nous. Il y a des bombardements de quartiers, là. Boum. Les gens, ils ont les mains nues, mais on les bombarde. Les gens, ils ont les mains nues, mais on tire dessus. Et puis, tout ce qu'ils attendent, c'est que, depuis Paris, à l'Élysée, le chef de l'État français du moment, que ce soit Chirac, Mitterrand ou Hollande, viennent faire le discours qui dit ceci: oh, les élections à Libreville ont été transparentes. Voilà. Dès que le chef de l'État français a dit que les élections étaient transparentes, alors qu'on est en train de tuer, massacrer le peuple, c'est fini, le quitus est passé. L'Union européenne va accepter, les Américains vont accepter, mon pays, le Canada, hypocrite, va accepter. À ce jeu-là, on a vraiment un bloc. Le bloc que moi j'appelle le bloc occidental, auquel est relié directement notre élite politique, économique.
Et ça, c'est notre réalité. Il faut qu'on le comprenne comme ça. Dans nos pays, je ne sais pas si en Haïti c'est différent, mais je sais quand même du peu que je connais, la France a au moins encore un pouvoir de nuisance. Peut-être qu'ils ne contrôlent pas, mais ils ont encore au moins un pouvoir de nuisance. Mais ça, c'est juste parce qu'ils font partie du bloc occidental. On peut, là, en ce moment, on parle de quoi? En ce moment, on parle d'une intervention, une probable intervention en Haïti, n'est-ce pas? J'ai suivi le secrétaire d'État américain qui est venu demander au Canada, non mais agissez. Et puis après, la ministre des Affaires étrangères dit, non mais l'ONU nous demande, c'est l'ONU qui est venue nous voir pour qu'on agisse. Ouais. C'est ça. Toujours, c'est-à-dire toujours le même jeu. Vous occupez pas d'abord, vous occupez pas de nous. En fait, nous, pour vous, nous ne sommes que les derniers. Voilà. Nous devons être les dépossédés. Nous n'avons pas d'histoire. Nous, on n'a pas participé à la marche de ce monde-là. Nous, on n'est pas capable de s'autodéterminer. Nous, on n'est pas capable d'avoir une vision du monde. Non, pas nous. Nous, c'est Banane à Yabongo. Banane à Yabongo, c'est une publicité qui date de la coloniale où il y avait un bon noir avec des lèvres bien rouges. Et puis, c'est une publicité banania qu'aujourd'hui on qualifierait de raciste. Là. Nous, c'est du Banane à Yabongo. Oui, patron. Oui, chef. C'est ça notre réalité. Okay. C'est la réalité du fait noir aujourd'hui. Et moi, si vraiment je dois la qualifier, je finis avec ça justement, mais c'est cette réalité-là, la réalité du même quand on est propriétaire, c'est le siège arrière qui nous est réservé. Même quand on est propriétaire, même quand c'est notre affaire, on est en arrière. On n'a pas de mot à dire, ou du moins, qui t'a donné la parole, toi? Mais pour qui tu te prends? Tu ne revendiques quoi? Je peux appliquer ça à plusieurs domaines, même le domaine culturel. C'est ça notre réalité, et on doit le comprendre. Et il n'y a personne qui va nous sauver, à part nous-mêmes. Il n'y a personne qui va changer ça, à part nous-mêmes. C'est comme ça qu'ils ont fait leur monde. C'est comme ça que le monde fonctionne. Changer cette manière, c'est déstabiliser le monde occidental. Ok. J'ai suivi ton intervention avec attention. Donc, il y a quelques points qu'on va y revenir, étant donné qu'on aura l'opportunité d'avoir plusieurs rencontres. Ok. Donc, il y aura quelques points qu'on aura à y revenir. Donc, maintenant, on va donner la parole à Lino. Donc Lino, lui, il vient de la République démocratique du Congo. Donc, c'est de là que vient Lino. Donc Lino, pour toi, okay, c'est quoi la réalité du Congo? Oui, donc déjà, merci de me donner la parole. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Déjà qu'on le faisait dans un contexte privé, et là, on peut ouvrir les portes à qui bien veut l'entendre et s'édifier, et je le dis humblement. Donc, pour parler de la réalité du Congolais. Donc, la réalité du Congolais, sur le plan politique, notre collègue Malema a fait un très bel aparté parce que il y a beaucoup de similitudes sur notre histoire. Donc, quand on reparle des années 60, donc là, nos peuples se libèrent, on essaie d'avoir notre programme, nos propres structures. Et nous, on a beaucoup de figures qui sont rentrées dans l'histoire. On va prendre comme Lumumba, un homme qui avait cette conscience-là. Il fait partie des premiers qui ont pu avoir la même expérience que Malema. Donc, aller en Occident, faire des études, se rendre compte, en fait, à la fin de la journée, que
l'agresseur blanc, le colon blanc, il est pauvre comme nous. Il y a des colons blancs dans la rue qui sont des itinérants. Donc, pourquoi je le laisserais me dominer? Donc quand il rentre, il est armé de cette rage. Parce que tout ce qu'on a voulu l'inculquer était faux. Et là, on a des preuves. Le roi des Belges, quand il envoie tous ces prêtres qui viennent nous donner leur croyance, il leur demande dans un discours qu'on peut retrouver sur Google facilement, de nous apprendre à être pauvres, de nous vendre c'est quoi les vertus de la pauvreté en premier. Donc on veut nous enlever déjà notre identité et puis on veut nous mettre dans un cadre où on peut facilement être dominé et malléable surtout. Parce que faudrait savoir que la relation entre tout ce qui est surnaturel et l'homme noir est forte. Et qu'est-ce qu'on remarque? La colonisation vient, on nous enlève tous nos artefacts, donc tout ce sur quoi on se repose. Et qu'est-ce qu'on fait? On le remplace par une religion. Donc nous, on l'adapte avec le temps parce qu'on est perdu, on n'a plus nos racines. Il faut s'accrocher spirituellement sur quelque chose. Et puis, derrière ça, on nous vend un message qui va nous rendre à genoux. Et même quand le colon va partir. Parce que les prêtres ne sont pas considérés comme des colons. Donc tu as des églises, toutes ces structures-là qui sont restées jusqu'à aujourd'hui, qui influencent même la sphère politique. Chez nous, quand il y a des conflits, c'est le Monseigneur qui va venir parler et puis le peuple va l'écouter. Donc le sage au milieu du village, celui qui parlait au baobab, était remplacé par le prêtre. Le prêtre, lui, qui prête allégeance à Rome. Donc il y a cette réalité-là. Donc quand on vient se connecter avec qu'est-ce que l'on a aujourd'hui, le Congolais en tant que tel, le Congolais de Kinshasa, pour faire la différence, il y a quand même un espoir. Donc on a, dans les dernières élections qu'on a eues, c'est les premières élections qu'on a eues sans que les présidents soient pourchassés, celui qui descend ne soit pas abattu. Okay. Donc ça c'est une avancée quand même intéressante qu'on a eue, mais la réalité ne change pas. Parce que nos ressources sont toujours gérées par des institutions étrangères. C'est toujours la décision de dirigeants étrangers qui viennent influencer en fait la réalité du pays. Et aujourd'hui, quand on regarde le président, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dit, moi je ne veux pas emprunter le chemin de la force en premier. Je vais montrer à ces gens-là que, par exemple, on a un conflit avec les Rwandais qui sont gérés par Kagame. Kagame qui est pour moi un pantin des États-Unis. Et puis, tant que ça fonctionne et que l'avenir, on va prendre de l'automobile dans les batteries et on fait un lien avec le coltan, et les Américains veulent avoir leur même mise sur à peu près 30% des réserves du monde, de ce qui sera l'avenir. Donc, on a ces gens-là qui s'imposent chez nous depuis des années, et ça, je ne vais pas y revenir, mais on va avoir la chance, si on veut, d'en parler. Et en date d'aujourd'hui, notre président a montré que Kagame et les incursions faites par des rebelles au Congo, il y a un lien clair. On a été victime de sanctions sur la possibilité d'acheter des armes. Le Congo n'avait pas le droit de s'armer. Donc, et maintenant, on a prouvé qu'on est agressé et que c'est le Rwanda qui est derrière. Et l'ONU qui déclare ouvertement que ces gens-là sont plus armés même que notre armée. Et l'ONU est incapable, durant toutes ces années, de mettre fin à cette réalité-là. Donc, aujourd'hui, on n'a plus le choix. On doit donner le droit au Congo de s'armer parce que même l'ONU n'arrive pas à défendre le territoire congolais, à régler ce problème-là.
Parce que faudrait qu'on sache qui sont les producteurs d'armes au monde. On a quand même donné même 2 pays africains producteurs d'armes. Lesquels? Non, il n'y a pas, on va dire peut-être l'Afrique du Sud un peu, mais il n'y a pas d'industrie d'armement bien établie dans un pays africain, produit par l'Afrique. Donc si ces gens-là sont plus armés que l'ONU, donc ils ont des alliés qui viennent de l'Occident. Ça c'est clair. Ils ont des alliés qui viennent de l'Occident. Parce que ces armements-là, si la technologie est aussi avancée, ils sont aussi armés. Où est-ce qu'ils vont acheter tout leur armement? Donc, c'est là le lien maintenant, là, la réalité du Congolais. Le Congolais, lui, il est asphyxié par un des problèmes d'invasion qui tirent leur base sur les minéraux, sur qu'est-ce qu'il y a dans nos terres. Et comment, comme Malema l'a dit, si on nous libère, on nous laisse tranquille, le système va s'effondrer. Il faut qu'on trouve un moyen de toujours avoir une mainmise sur quelle sera la direction que l'on va prendre. Okay, c'est ça la réalité du Congo. C'est toujours, on reçoit des ordres. Exactement. Voilà, on reçoit des ordres. Pas par soi-même. Non. Est-ce qu'il y a beaucoup d'insécurité? Là, tu parles d'armes. Il y a beaucoup d'insécurité là-bas. Au Congo, le Congo est grand. Ça, c'est déjà une chose. Donc, l'insécurité, en tant que telle, on la trouve à l'est du pays. Et à l'est du pays, c'est là où on retrouve une concentration de gisements de différents minéraux que l'on a. Et jusqu'aujourd'hui, on en découvre même. Donc, il y a une panoplie de minéraux là-bas. Donc, quand c'est bien réglé, réglementé, il y a plusieurs compagnies qui vont être exposées sur comment ils gèrent leurs affaires. Donc, il y aura une perte de profit en tant que telle. Donc, c'est pour ça que ça doit rester dans un désordre. Ça doit rester dans une insécurité. Et le côté triste de la chose, c'est que quand il y a un désordre, là, je veux aussi ramener la part de responsabilité de certains Congolais de souche qui profitent de ce système-là. Qui sont en fait, qui à la fin deviennent des maisons. Non, ce sont les maisons. Exactement, donc les maisons qui aiment le propriétaire plus que le propriétaire ne s'aime lui-même. Parce que lui, c'est que si je suis dans la maison, je suis dans le confort et que je quitte ce confort, qu'est-ce qu'il y a pour moi dehors qui peut dépasser ça? Donc, ces gens sont bornés, ils n'arrivent même pas à percevoir un peuple libre, établi, qui gère ses affaires de manière autonome, qui négocie des contrats qui sont réellement gagnants-gagnants. Parce que c'est possible. C'est possible. Donc, pour revenir à ça, oui, il y a de l'insécurité à l'est du pays, là où on a des groupes armés qui nous infiltrent. Et tant qu'il y a ce désordre-là, il y a des compagnies qui peuvent faire rentrer et sortir des minéraux comme ils veulent, sans payer de taxes et quoi que ce soit. Donc, les mines profitent plus aux pays étrangers que... Oui, les mines profitent plus aux pays étrangers. On va voir un exemple simple. Aujourd'hui, on a le Rwanda qui devient parmi les 5 premiers exportateurs de coltan. Où est-ce qu'il le trouve? Donc, lui, il a compris ça. Il a compris que il y a des minéraux, il y a un désordre. Et ce désordre provient d'où? Provient de notre histoire. Parce que c'est les Hutus et les Tutsis qui s'entretuent. Et il y a des Hutus qui fuient au Congo. Et comme on avait un monsieur très imposant qui était Mobutu, Mobutu ne se laissait pas marcher sur les pieds. Quand on commençait un désordre, il portait sa combinaison militaire et il allait au front combattre. Donc, il fallait enlever ce monsieur-là. Parce qu'à l'époque, les Tutsis se sont fait massacrer. Ils ont dit, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on aille tuer les chefs de guerre Hutus qui ont fui du côté congolais. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Leurs querelles sont rentrées jusqu'au Congo et nous, nos peuples, on a payé le prix parce que les Hutus et les Congolais, on ne sait pas tellement faire la différence en termes de ressemblance, de traits de ressemblance. Donc,
Voilà comment ça a commencé. Et Kagame a compris que tant que moi je maintiens la paix dans mon coin, eh ben c'est chez moi que ces gens-là vont vouloir s'installer et faire affaire. Donc pour moi, il faudrait qu'au Congo ça puisse continuer. Donc j'installe la paix chez moi et puis je continue de financer tous ces groupes armés là. Donc maintien du désordre, maintien des affaires. Ok. Et bon, bien entendu, moi en tant qu'Haïtien, donc tout le monde le sait, ok, donc Haïti est qualifié de pays le plus pauvre de l'hémisphère, ok, américain. Ça me fait toujours rire, ça. Ouais, donc c'est qualifié, donc je mets toujours entre parenthèses. Et pour vous, Gabon et Congo, c'est comment c'est? Est-ce que c'est des pays... Nous, on a toujours été classés dans les pays du tiers-monde. Voilà. Nous sommes le pays du tiers-monde. Haïti, c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord, en Amérique du Nord. D'abord, est-ce que c'est vrai? Qualifié, Haïti, c'est pour ça que je dis qualifié entre guillemets. est-ce que... Donc, justement au cours de ces podcasts, bon, tout ce qu'ils disent, on va voir, est-ce que c'est vrai? Parce que nous savons comment le système fonctionne. Hein. C'est-à-dire que, bon, il va nommer... En général, les pays qui sont les plus pauvres pour le système, ce sont les pays riches. En général. La pauvreté enrichie. En Afrique, si tu veux, le pays qu'on a toujours proclamé comme étant l'un des pays les plus pauvres, c'est le Mali. Le Mali. Mais c'est fou comme c'est l'un des pays les plus riches. Puis, quand je dis qu'on a toujours proclamé, ça fait peut-être 2 générations. En tout cas, moi, depuis que je suis conscient, j'ai toujours entendu Mali, pays pauvre, Mali, pays pauvre. Je ne pense pas qu'il y a un pays qui a autant d'or sur cette terre-là que le Mali. Je ne pense pas qu'il y a un pays. Or, l'or, mais c'est ce qui fait leur système financier. La Banque de France a notre or. La France n'a pas d'or. Elle prend l'or au Mali, elle prend l'or au Centrafrique, elle prend l'or au Gabon, elle prend l'or. Les Belges ont pris l'or au Congo. Oui. Vraiment, je reviens à la plaque tectonique du centre, parce que c'est une bénédiction, mais qui nous a apporté malheur à cause de la convoitise. Hein? Prenons l'exemple, par exemple, la France. L'or qui est à la Banque de France, c'est notre or. Pour 0. Voilà. Quand ils ont détruit la Libye, c'est les Français, donc l'OTAN, mais c'est surtout les Américains. L'une des premières choses qu'ils ont faites quand les Navy Seals sont arrivés, donc quand ils ont dit bon là on va attaquer, en passant si je ne me trompe, c'est le drone canadien qui envoie le missile sur le convoi de Kadhafi. La première chose qu'ils font, c'est ils sécurisent le ministère des Finances dans la banque de Libye et ils sécurisent tous les puits pétroliers de Libye. La raison pour laquelle ils sécurisent la banque, c'est pour aller ramasser tout l'or de Kadhafi. Parce que l'or de Kadhafi n'était pas stocké en Occident, c'était stocké en Libye. Ils les ont mis dans les cargos de la US Navy, on sait qu'ils sont là à la Fed, puis on va les chercher aujourd'hui. Pourquoi l'or est important? Ben c'est la monnaie refuge, n'est-ce pas? C'est pas le dollar. Le dollar, c'est du papier. C'est l'or qui soutient leur monnaie. C'est comme ça que ça fonctionne, leur système. Donc, pays pauvre, Mali, pays pauvre. Même en Haïti, avant de quitter Haïti, donc à une époque, j'entendais parler qu'il y a même du pétrole en Haïti, qui sont exploités par des étrangers. Tu confirmes une information que moi j'ai toujours eue, parce que moi je l'ai eu, puis quand je l'ai eu, j'ai posé la question à mon réseau haïtien, puis oui, on me l'a confirmé. Et la personne qui me l'a confirmé, c'est pas une personne de mon âge. C'est vraiment quelqu'un d'un certain âge, mais lui il est allé un peu plus loin. Il m'a expliqué que, d'abord il m'a fait comprendre que la nature ne choisit pas. Je parle de la plaque tectonique de l'Afrique du centre. Pourquoi on va trouver du pétrole à Cuba et pas en Haïti? Ah tiens, c'est bizarre, Dieu les a maudits.
Donc on va trouver le pétrole autour d'Haïti, puis on n'en trouverait pas en Haïti. Donc le monsieur en question, il m'explique que ben oui, il y a du pétrole en Haïti. Moi je me rappelle quand j'étais jeune que j'allais me laver, mais ça sortait même. Il suffisait juste que j'appuie du pied, puis ça sortait. Sauf qu'on n'a pas le droit de l'exploiter. Puis là, je Pas le droit. Oui, oui, c'est ça. Il me dit, on n'a pas le droit. Je lui dis, mais comment ça, on n'a pas le droit? Vous au moins, haïtiens, on ne vous a pas colonisé. Vous avez goûté l'armée la plus puissante. Il me dit, non. Le pétrole haïtien, il existe jusqu'à aujourd'hui, mais il est considéré comme étant sécurité nationale américaine. Donc, on ne peut pas l'exploiter sans le feu vert des Américains. Et là, je me rappelle que je lui avais dit, ah, mais tiens, mais c'est bizarre, parce que nous, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans l'accord des Français. Donc, en tout cas, moi, je sais qu'en Haïti, il y a du pétrole. Cette personne ne pouvait pas divaguer. Donc, tu vois, pays pauvre, sortant de ces... Et là, je le dis à ceux qui vont écouter le podcast, sortant de ça. Pays pauvre, really? Pays pauvre, Cuba va avoir de belles plages, puis pas Haïti. La République dominicaine va être super, et pas Haïti. Oh, comme quoi, à la frontière entre la République dominicaine et puis Haïti, oh ben là, il y a une noirceur épaisse qui s'est imposée. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand le soleil se lève, il se lève pour tout le monde. Maintenant, après, ils peuvent nous qualifier. D'où l'identité. Ils peuvent nous qualifier. Ils peuvent nous décrire. Mais comment on se décrit nous-mêmes, à l'intérieur, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos écoles, quand on est assis, comment on se décrit nous-mêmes? C'est là qu'il y a la lutte. Parce que c'est des systèmes qui finalement s'opposent ou s'associent, n'est-ce pas? Ouais. Lino a parlé du Congo, tu parles d'Haïti, mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui nous lie. C'est-à-dire, on a une élite prédatrice. On a une élite qui se retrouve plus en Occident. C'est-à-dire que c'est une élite qui est toujours, mais qui veut toujours plaire à l'Occident. On a une élite, moi j'ai rien contre des beaux costumes, du beau linge, du parfum, de belles maisons, mais j'ai rien contre ça, ça appartient à tout le monde. Ça appartient à tout le monde. Mais au point de vendre mon pays, non. Au point de vendre mon héritage, non. Au point de, c'est-à-dire que, allez, on va... je prends par exemple un exemple de business qu'ils aiment bien nous vendre. Je sais que ça existe en Haïti aussi. On va faire, par exemple, de la sous-traitance. Ouais, okay? On va faire des t-shirts, Levi's, des jeans, Levi's. Puis on paye les gens 30 sous. Ah ouais. On paye les gens 30 sous. En Haïti, voilà, on appelle ça dans les factories. Voilà, voyons. Et puis après, vous, parce que c'est vous qui êtes allé vendre la force du peuple, vous avez des contrats en millions de dollars. Et puis le peuple va avoir 10 sous la journée, bon, disons $1, hein, soyons généreux, $1. Le Congo, qui est dans nos téléphones, hein, le téléphone qui nous sert à enregistrer, le Congo est dedans. Mais il faut aller voir comment les gars creusent pour trouver le cobalt. Et même en parlant de ça, j'ai suivi un documentaire sur les iPhones. Oui. Oui. Ouais. Oui. Il y a des similitudes. Oui, pas mal. C'est la même histoire. La même histoire. Que les iPhones se vendent des milliers de dollars. Oui. Mais la main-d'œuvre, c'est des cents, des sous. Oui. Oui. C'est le système qui est comme ça. Donc la réalité, c'est dans cette réalité que nous opérons. Mais on en parle pour qu'on comprenne d'abord cette réalité. Parce que si on ne la comprend pas, on ne prend pas de choix. Je pense éclairer. Notre réalité, c'est que nous sommes comme la vache à lait. Voilà. Regarde. Quelle est la femme qui, en Occident, qu'elle soit noire ou blanche, va rejeter un bijou en diamant? Hein? Il n'y a aucune femme. Le diamant a été présenté, donc maintenant, notre mental, c'est un idéal de richesse, n'est-ce pas?
En général, quand tu veux épouser, ou quand tu veux épouser, tu vas aller chercher une bague et puis un diamant, n'est-ce pas? Bon, le diamant, sur cette terre-là, c'est l'Afrique du Sud, le Congo et le bassin. Mais c'est surtout le bassin. Bokassa, qui était l'ancien chef d'État au Centrafrique, il donnait à Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing, un ancien chef d'État français, il lui donnait des sacs de diamants à la taille d'une balle de golf. Pour nous, c'est rien. Ça a toujours été là. L'Empire du Ghana, je vous invite à aller sur Internet, vous allez voir comment les rois s'habillent. C'est de l'or, 24 carats. C'est-à-dire, c'est de l'or. Nous, on vit sur les richesses depuis des générations. Le problème, c'est qu'il y a un système qui est arrivé. Peut-être qu'on va parler de ce système-là. Il y a un système qui est arrivé. Ce système-là a par exemple utilisé Haïti à travers le sucre. Ce système nous utilise à travers la plaque tectonique qui regorge de toutes les richesses minérales qu'on puisse imaginer. Et aujourd'hui, le monde occidental est en train de balancer vers on va sauver la planète, n'est-ce pas? Ah, mais guess what? Qu'est-ce qui se passe? C'est encore nos forêts. C'est encore nos forêts. Nous, le centre de l'Afrique, c'est la jumelle du Brésil, l'Amazonie. Pour la simple raison, prenez l'équateur, suivez-le sur la même forêt qu'on trouve en Amazonie, ben on la trouve en Afrique équatoriale. Donc, nous-mêmes, si on voulait s'échapper de ce système, on ne pourrait pas. Parce que quand on creuse, on trouve toutes les richesses dont le système capitaliste a besoin. Quand le système capitaliste essaie de se réinventer à travers sauvant la planète, il a besoin de nos forêts. Ben, ça emmène que quelque part, ben, on a une importance. On a une importance, c'est-à-dire qu'on est important pour le système. On a vraiment une importance. C'est comme ça que les choses sont faites. C'est comme ça. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est comme ça. Tu es au centre. Est-ce que c'est eux qui t'ont mis au centre? Je ne sais pas. Mais le fait est que tu es au centre des décisions importantes de ce monde-là. Tu es important. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que, bon, on arrive à la fin du système capitaliste. Il a trop agressé non seulement la terre, mais il a aussi trop agressé les humains. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui va se créer. En tout cas, on est comme entre deux. Si tu regardes la réalité noire africaine, francophone, mais j'aime pas dire ça, mais c'est pour que les gens comprennent, parce qu'il y a les Anglais, les Français, les lusophones, donc l'Espagne et le Portugal, et les Arabes qui ont dominé, contrôlé l'Afrique jusqu'à, moi je dirais jusqu'à maintenant. Okay? Mais il y a les Asiatiques qui sont en train de se réveiller aujourd'hui. Et quand je parle des Asiatiques, je parle d'abord de la Chine et de l'Inde. Le système qu'ils ont créé, qu'ils ont perfectionné pour dominer, non pour dépasser l'Occident. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, la Chine, elle a dépassé, en puissance économique, elle a dépassé les États-Unis d'Amérique. L'Inde s'en vient. L'Inde s'en vient. Puis eux, ils ne sont pas à 400 millions d'humains. Ce sont des milliards. C'est vers eux qu'on s'en va. Moi, je pense que c'est eux qui vont dominer. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux, pour sécuriser le système économique? Parce qu'ils n'ont pas réinventé le système économique. Ils ont juste repris le système économique à leur avantage. Eux, ils n'ont pas jeté le capitalisme. Hein. Le capitalisme en Chine s'est adapté à la vie politique. C'est-à-dire, le Parti communiste a dit, bon, on va laisser des gens devenir riches. Mais attention, tu deviens riche dans le parti.
Si tu essaies de devenir riche, si, en tout cas, c'est impossible que tu sois que tu sois un industriel, un capitaliste occidental en Chine. Huawei, c'est des Chinois. Voilà. En tout cas, si tu ne fonctionnes pas comme ça, le parti a les moyens de te crocher, pas crocher ton business, mais de te crocher toi et ta famille, et puis ils vont récupérer ça et le donner à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Viens pas leur parler du droit tel qu'on entend en Occident, ça ne marche pas comme ça là-bas. Voilà. Mais qu'est-ce que font les Chinois? Les Chinois sont en train de se positionner en Afrique. Pourquoi? Pas parce qu'ils nous aiment, c'est parce qu'ils ont besoin de la matière première pour entretenir cette machine-là. Cette machine a besoin de pétrole, cette machine a besoin de manganèse, cette machine a besoin de tout ce que... Toujours des ressources naturelles. Oui, cette machine, à la base, elle a besoin de ça. Voilà. Ils se positionnent en Afrique. Maintenant, en Afrique, ils sont en train de se piler les uns dessus. Et les espaces qui étaient destinés à la France, aujourd'hui, les Américains sont en train de les piler. C'est-à-dire, toi, tasse-toi maintenant, moi, je peux faire mes affaires directes avec eux. Okay. Voici les réalités. Donc, les réalités qui, aujourd'hui, sont en même temps des défis, mais des enjeux pour le fait noir, du moins en Afrique. Et je vais retomber sur ça. Et ces réalités, en fait, sont des opportunités, dirais-je, pour les Africains. Exact. Parce que quand il y a un désordre, c'est pour qu'on puisse arriver à un équilibre. Exact. Et c'est pour ça que nous devons maintenant avoir des dirigeants qui savent s'imposer. Parce qu'en ce moment, on s'en va vers un monde où il n'y a plus une minorité en tant que telle, on va dire la France, l'Europe et l'Amérique qui dominent tout le globe. Maintenant, on commence à voir le monde asiatique qui se lève. Quand on prend l'Asie, on va le prendre au sens large du terme. On va prendre même les Qatarites, on va prendre les Russes. Donc, tous ces pays-là commencent à s'imposer dans l'équilibre mondial. Et moi, je pense qu'avec l'équilibre des 10 prochaines années, il faudrait que nos dirigeants savent poser le point sur la table lorsque tous ces contrats-là vont se renégocier. Et ça, c'est très important. C'est très important que le peuple prenne conscience de ça. Et là où moi, je reste très, très positif, c'est que quand on regarde même le pourcentage dans nos populations, autant les locaux, on va dire en Afrique, en Occident, nos frères des Antilles, on a un pourcentage de personnes éveillées face à la situation qui est plus élevée que dans les années 60. Donc maintenant, on est plusieurs à pouvoir penser de cette manière et nous devons faire en sorte qu'il y ait encore un pourcentage plus élevé qui prenne conscience que le peuple noir dans son entièreté ne va être respecté que lorsque l'Afrique dans son entièreté sera respectée. Parce que, exactement, si aujourd'hui l'Européen va dans quelques coins du globe se promener, on le respecte, c'est parce que le système étatique dans lequel il est respecte ce que lui représente. Parce que lui, c'est un bien de l'Europe. Si quelque chose arrive, on ne veut pas qu'il y ait des problèmes de relations entre notre pays et son pays ou bien son continent. Donc, on va le traiter avec un certain respect. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Noirs, originaires de quelque sorte, même aujourd'hui, on va prendre un exemple simple. On va prendre les Noirs de Cuba. Il est prouvé qu'il y a certains Noirs de Cuba, on retrace l'origine culturelle du Congo chez eux. Si le Congo était un pays qui avait plein contrôle sur ses minéraux, qui était respecté par rapport au contrat qui le lierait à l'avenir de l'industrie mondiale, ce peuple-là pourrait demander à ce qu'il soit reconnu par l'État congolais et que à Cuba, on les respecte. Parce que l'État congolais dirait « j'ai une minorité noire qui est reliée à notre histoire, à notre peuple. J'aimerais que
président, par exemple, de Cuba puisse faire un effort, que ces gens-là soient bien... que ces gens-là soient bien traités dans la structure politique, dans leur vie quotidienne. Donc, c'est des points comme ça où on doit prendre conscience de ce qui se passe, de où est-ce qu'on va s'en aller. Et aujourd'hui, il faudrait que les jeunes... Ça aussi, c'est quand on parle des réalités, des réalités sociales de certains Africains. Chez nous, on nous infantilise beaucoup. On nous infantilise. Moi, je parle vraiment de la réalité du Congo. Le Congolais lambda, quand il veut se battre pour une cause, il dit non, t'es trop jeune pour, non, faut pas faire ceci. Il faudrait que le Congolais puisse maintenant prendre conscience qu'il a le droit de décider dans quelle direction le pays prend. Par lui-même. Exactement, par lui-même. Il a le droit de participer. Quand on regarde la moyenne d'âge des politiciens africains, c'est élevé. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'infantiliser ces jeunes. Il faudrait que ces jeunes puissent prendre la direction. Parce que si aujourd'hui, on a nos vieux de 70, 80 qui ont toujours la mentalité, moi ce que j'appelle le syndrome de l'homme post-colonial. Mais nous, on n'a pas ce syndrome-là. Nous, on n'a pas ce complexe-là. Nous, aujourd'hui, on a su c'est quoi notre réalité. Là, je rejoins Malema. Moi aussi, en étant africain, je suis fier d'avoir grandi au Congo, en Afrique, de savoir c'est quoi cette réalité, de voir la réalité occidentale pour me dire aujourd'hui que non, il y a certaines choses que je ne tolérerai pas. Parce que sur un point de vue occidental, ça peut paraître normal, mais quand tu fais un lien avec la réalité de l'Africain lambda, tu te dis, mais non, on se fait marcher sur les pieds. Ça ne peut pas se passer comme ça. Autant si tu regardes comment eux, ils traitent avec beaucoup de respect leur origine, leur histoire. Et nous, nos chefs coutumiers, nos rois, nos reines, on n'entend même pas parler dans les journaux du pays. Les journaux locaux, il y a des événements qui se passent, on n'entend pas parler nulle part. Mais quand il y a des événements reliés à l'aristocratie occidentale, on en parle jusque dans nos journaux. Oui, et ça c'est triste. Et l'histoire, même quand on parle on va faire le lien avec l'éducation, on apprend plus à l'Africain de l'histoire européenne, française, que de l'histoire noire. Par exemple, moi, je ne savais pas, étant jeune, je ne savais pas c'était quoi le racisme en tant que tel. La réalité de mes frères noirs en Occident, je pensais qu'ils étaient tous traités de la même façon. Parce que moi, par exemple, dans ma réalité, toutes les interactions, ça aussi, ça dépend de ton rang social. Mais moi, j'ai eu la chance d'être dans un rang social où toutes les interactions que j'ai eues avec les occidentales, j'étais au même pied d'égalité qu'eux. Je ne me laissais pas marcher dessus. Donc c'est là que je rejoins aussi la réalité de Malema. Quand ça arrivait là, tu blaguais, c'était les balayettes qui s'en suivaient. Donc moi, dans ma tête, ça a toujours été ça. C'est comme ça. On ne se laisse pas marcher dessus, on évolue. Mais arrivant en Occident, c'était toute une autre réalité. Moi, je pensais que ce peuple-là était un peuple ami. Même quand on le présente dans l'histoire, on ne présente pas nécessairement tous les massacres qu'il y a eu. Par exemple, étant jeune, on a eu un problème où, dans l'histoire du Congo, on se faisait couper les mains pour continuer nos productions locales. La main-d'œuvre se faisait, et de caoutchouc exactement, local de caoutchouc, la main-d'œuvre se faisait agresser. Donc, on va conclure sur ce point-ci pour mettre une pause à notre rendez-vous. Donc, c'est important de prendre conscience et de savoir quel rôle on va jouer pour les 5-10 prochaines années et l'équilibre mondial qui va s'établir. Oui, c'est vraiment important de comprendre notre réalité. Oui. Bon. Pas en tant qu'Haïtien, Gabonais ou Congolais, mais plutôt la réalité, le fait noir. Exact. Le fait noir sur cette terre-là. On a parlé de beaucoup de choses. C'était d'abord pour essayer
de clarifier quelle est notre réalité. Et il n'y a qu'une différence entre la réalité haïtienne, gabonaise et congolaise, ça on peut le voir. Et bien sûr, lors des podcasts, bien sûr, nous aurons d'autres frères et d'autres sœurs d'autres pays de l'Afrique et d'autres pays noirs aussi, donc, qui seront aussi des intervenants. Donc je pense qu'aujourd'hui, donc ça a été très bien, mais étant donné qu'on n'a pas eu le temps de tout voir, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, mais pour la prochaine rencontre, pour faire suite à tout ce qu'on vient de parler par rapport à la réalité, on n'a pas eu le temps d'aborder nos forces et nos faiblesses, donc ça sera le thème de notre prochaine rencontre. Donc d'ici là, c'était tout un plaisir, toujours un plaisir de vous rencontrer, donc à notre prochaine rencontre. D'ici là, je vous souhaite déjà une bonne soirée.